Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Jean Béliard Lucien. Bienvenue encore une fois à l'émission Interférence, notre 5e sortie de la semaine. Interférence est une émission d'analyse de l'actualité locale, nationale et internationale. Interférence est présentée par une équipe Georges Kakou, Abdoulaye Ndao, Prince Getchens, Idrissa Silla, votre serviteur Jean Béliard Lucien. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la grande messe politique. L'équipe au complet sera là. Et Abdoulaye Ndao sera au téléphone pour participer avec nous. Nous aurons comme invité le professeur François-Antoine Leconte qui va faire des commentaires sur le discours de l'État de la Nation du président Barack Obama. Et voici les grands titres que nous aurons ce soir à développer. Le Burkina émet un mandat d'arrêt international à l'encontre de Guillaume Soro. Le numéro 2 de la Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi à parler du Burundi. Découverte de charnier. L'ONU hausse le ton. Nkurunziza arrivera-t-il au terme de son mandat? Gabon. Élection en 2016. M. Peng, le candidat de l'opposition, a été désigné pour affronter Ali Bongo. Ali Bongo qui aura à faire face à la dépréciation du prix du pétrole. On sait que le Gabon dépend largement du carburant, du prix du pétrole, pardon, pour assurer la survie de son économie. Idriss Déby, par en campagne, pourra-t-il être réélu? Obama, discours sur l'état de la nation, politique étrangère, ISIS, Iran et autres. Nous aurons à recevoir le professeur François-Antoine Leconte qui fera le point avec nous. Nous parlons aussi de la bourse qui chancelle Haïti, la marche aveugle vers le mur. Alors, ce sont ces titres-là que nous aurons à développer ce soir à Interférence. Au studio avec nous, nous avons notre collaborateur Georges Kakou, à qui je dis bonsoir Georges. Bonsoir Jean, bonsoir chers auditeurs téléspectateurs d'ICR TV. C'est avec un vrai bonheur que nous nous retrouvons ce soir et on espère que vous serez servis encore en ce qui concerne l'actualité locale et internationale. Bon, nous avons au téléphone avec nous Abdoulaye Ndao, j'espère qu'il nous écoute. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Jean et bonsoir à nos amis auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. Et je dis bonsoir aussi au professeur qui va nous rejoindre pour traiter de l'actualité locale mais aussi internationale. Et bon, la voix d'Abdoulaye était extrêmement faible. J'espère. Abdoulaye, pouvez-vous souhaiter le bonsoir encore une fois aux auditeurs et téléspectateurs? Bonsoir à tout le monde, auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir au professeur qui va nous rejoindre certainement pour traiter de l'actualité locale et internationale. Et je souhaite une bonne écoute à nos auditeurs. Bon, et nous allons saluer le professeur François-Antoine Leconte qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, professeur Leconte. Partager quelques notes que j'ai prises là à l'occasion du dernier discours sur l'état de l'Union du président Obama. Allez-y, monsieur le professeur, on vous écoute. Eh bien bon, alors la première chose que je dirais, c'est que c'était le 7e message et sans doute le dernier et bien sûr ça n'a pas été, comme on l'a prévu, une sorte de litanie de législation prioritaire. C'était plutôt, je dirais, un appel aux armes pour relever, si vous voulez, les plus grands défis de la nation américaine. Bien sûr, nombre des thèmes qu'il a abordés, eh bien, ne seront pas réalisés justement en face d'un congrès à majorité républicaine avec le petit temps, si vous voulez, qu'il lui reste à passer au pouvoir. Mais je crois qu'il a utilisé ce discours comme une sorte de présentation d'une vision peut-être beaucoup plus optimiste de l'État américain. C'est sur l'État vraiment de l'Union, mais c'est une philosophie un peu plus optimiste, c'est-à-dire qui ne coïncide pas justement à la description faite par la plupart des candidats républicains. Et bien sûr, nous avons remarqué, comme le veut presque toujours la tradition,
eh bien, il y a eu des invités, si vous voulez, des deux partis. Du côté de la première dame des États-Unis, eh bien, bon, on a laissé une chaise vide. Et c'était fort illustratrice. Pourquoi? Parce que ça a illustré les victimes de la violence par arme à feu aux États-Unis. On sait qu'il y a à peu près 33 000 personnes qui meurent chaque année et aux États-Unis d'Amérique, justement, à cause des armes à feu, si vous voulez, qui sont utilisées. Et de l'autre côté, le speaker, si vous voulez, un républicain, eh bien, Paul Ryan, lui, il avait invité deux religieuses catholiques. Et ce sont des gens qui s'opposent, bien sûr, à ce qu'on appelle the Affordable Care Act, c'est-à-dire, on appelle ça couramment Obamacare. Et puis, enfin, on avait prévu que justement que ce discours allait nourrir, allait sinon irriguer, si vous voulez, les deux camps qui s'opposent au cours de la campagne des élections primaires. Mais c'est un discours, bien sûr, qui a essayé de justifier également l'élection de démocrates à la Maison-Blanche. Et même si on relègue les discours sur l'état de l'Union à l'arrière-plan, eh bien, inévitablement, cela constitue un baromètre de la psyché américaine et surtout un état des lieux établi par le président et qui, bien sûr, parle des frontières idéologiques, si vous voulez, des deux partis, et particulièrement au cours d'une année électorale comme 2016. Bien sûr, on a relevé beaucoup de scepticisme, c'est-à-dire concernant l'accueil qui a été réservé à ce discours. Eh bien, bon, il y a eu beaucoup de scepticisme, oui, comme je l'ai dit, sur la performance du président, parce que, d'ailleurs, c'est assez difficile d'établir les notes, c'est-à-dire qu'on accorde à l'hôte de la Maison-Blanche, que cela soit en matière d'immigration, en matière de lutte contre le terrorisme international, le domaine de la santé, le dossier des armes à feu, l'économie, etc., etc. Donc alors, bon, écoutez, je peux offrir une illustration. On peut dire que l'économie, c'est peut-être le point le plus fort de l'administration d'Obama, mais hélas, on lui accorde 49 simplement % contre le rétablissement, si vous voulez, de l'économie. Et quand il s'agit, par exemple, de la lutte contre le terrorisme international, qui est l'un des points forts également, mais on ne lui accorde que 40%. C'est seulement 40% des gens aux États-Unis qui disent que, eh bien, M. Obama, le président démocrate, si vous voulez, fait un très grand travail. Et pourtant, c'est celui qui a fait descendre les chefs, si vous voulez, de certains chefs du terrorisme international, des groupes comme l'État islamique, Al-Qaïda, des gens comme Ben Laden, etc., etc. Mais nous sommes en année électorale, donc il y a toujours des critiques tout à fait acerbes, si vous voulez, qui sont dirigées contre le président. Par exemple, on dit que l'Amérique est faible, l'Amérique surtout n'est pas faible, mais excepté que l'Amérique ne s'engage pas, et ces jours-ci, si vous voulez, à l'aveuglette, on a appris des leçons, si vous voulez, du Vietnam, on a appris des leçons de l'Irak, on a appris des leçons, si vous voulez, de l'Afghanistan, et même s'il y a des dossiers assez chauds, tels que comme la Syrie, par exemple, même s'il y a des dossiers brûlants comme la Corée du Nord, mais les États-Unis se gardent, si vous voulez, d'intervenir physiquement dans certaines parties du monde. De toute façon, quelque impopulaire que soit le président Obama, eh bien, il y a quelque chose qui lui sourit quand même, parce que le Congrès est pire dans les sondages d'opinion. Si on désapprouve un peu les domaines de politique, si vous voulez, adoptés par Obama, ou bien si on veut lui donner de mauvaises notes, mais le Congrès est pire, parce qu'il y a 75% des Américains aux États-Unis détestent le Congrès, détestent le travail que fait le Congrès, et je crois, si vous voulez, c'est une toute petite satisfaction, surtout en année électorale. Bon, moi, je dirais que la teneur du discours, si vous voulez, c'était important, mais le dernier discours de l'État de l'Union pour Barack Obama, presque comme pour les autres présidents, eh bien, c'est presque un show, si vous voulez. C'est l'occasion de présenter un bilan aux Américains après cette année passée à la Maison-Blanche,
Et puis l'équipe du président, bien sûr, insiste sur le fait que Barack Obama a délivré, disons, un discours qui sort des sentiers battus, c'est-à-dire qui est tout à fait inédit, qui est tout à fait original. Alors, bien sûr, ceux qui sont de l'ordinaire, déjà, c'est l'organisation de ce discours de l'État de l'Union et la communication, si vous voulez, qui l'accompagne. On sait que Barack Obama, on l'a vu à la télé, eh bien, il a accordé une interview à la télévision le matin avant le discours, justement pour inciter les Américains à suivre l'intervention du soir. Et la Maison-Blanche a multiplié, si vous voulez, les messages sur les réseaux sociaux pour pouvoir expliquer que l'on peut suivre le président sur Twitter, sur Snapchat, enfin, avec, disons, tous les derniers gadgets, si vous voulez, que dispose la société américaine, particulièrement bien pourvue en ce genre de choses. Donc, tout est organisé comme une sorte de show, comme une sorte de présentation objective. Et même, je dirais que l'objectif est d'obtenir de l'audience, d'abord, la plus large possible participation. Et l'on sait que les jeunes ne regardent plus la télévision, donc ils ne possèdent plus de téléviseurs parfois. Donc il faut donc s'adapter pour contrer l'érosion de l'audience sur cette grand-messe, si vous voulez. J'appelle ça grand-messe, qu'est le discours, si vous voulez, sur l'état de l'Union. Et je dois dire que quand même, puisqu'il s'agit de la dernière prestation de Barack Obama, le président a souhaité toucher le plus grand nombre d'Américains possible afin de pouvoir présenter un bilan qui est tant soit peu passable. Mais quand même, c'est une réussite au point de vue économique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté un bilan positif. C'est-à-dire son équipe a annoncé que durant les derniers mois à la Maison-Blanche, eh bien, ces mois ont été tout à fait productifs et qu'il reste du temps, beaucoup de temps pour faire avancer les dossiers. Mais alors, il faut dire que nous sommes en année électorale. Le message peut-il être entendu? Rien n'est moins sûr, car tout message est pollué par la campagne électorale pour la présidentielle. Les points de vue sont extrêmement, je dirais, polarisés. Les républicains majoritaires dans les deux chambres ne faciliteront pas la tâche du président, surtout au cours des derniers mois qui restent. Et les démocrates, eux déjà, ils ont leur agenda et en espérant se faire élire ou réélire, ils craignent donc des décisions qu'ils ne pourraient pas assumer, si vous voulez, dans leur circonscription. Et puis, les élections aux États-Unis, c'est vraiment d'abord une affaire politique, mais c'est une affaire de géographie politique. Parce que même si on est membre du même parti politique, que l'on soit républicain ou bien que l'on soit démocrate, il n'est pas même nécessaire, si vous voulez, de voter sur les mêmes dossiers, c'est-à-dire d'adopter les mêmes positions, parce que ça dépend bien sûr de la politique, de la circonscription, ou bien de la région, ou bien de l'État dans lequel on se trouve. Ça dépend, si vous voulez, de la géographie, ça dépend de tant de choses. Mais quand même, on a remarqué que c'était généralement optimiste, et c'était normal, puisqu'à l'heure du bilan, c'est quand il faut, c'est vraiment ce temps-là qu'il faut pour justement parler du bilan qu'aurait accompli cette administration. C'est la dernière année, et puis c'est le dernier discours, si vous voulez, de l'État de l'Union. Donc il y a de nombreux dossiers qui ont été avancés pendant les mandats, et les voyants économiques sont au vert, mais le bas blesse sur la sécurité nationale. Les attentats de Paris, San Bernardino, par exemple, n'engagent pas justement à l'optimisme. Et on le voit dans les sondages, les Américains sont inquiets. On peut parier que Barack Obama, dans ce dernier discours de l'État de l'Union, justement, a essayé un peu, si vous voulez, de les rassurer. Alors, c'est toujours ainsi. Et parce que ce qu'il faut remarquer, c'est que nous sommes en année électorale, et puisque vraiment il y a beaucoup de candidats, si vous voulez, du camp républicain qui vont essayer de jouer, si vous voulez, de l'horreur, d'essayer d'épouvanter l'électorat américain, justement pour faire comprendre à tout le monde aux États-Unis qu'il faut voter républicain. Seuls les républicains pourraient rassurer les Américains. Et puis, puisque les républicains sont toujours un peu musclés dans le domaine de la défense et surtout dans le domaine
si vous voulez, des interventions étrangères à l'extérieur, etc., etc., bien que cela nous évalue l'Irak, l'Afghanistan, le Vietnam et tant d'autres, mais quand même, on pense qu'il faut vraiment toujours avoir dans le monde international une sorte de politique tout à fait musclée, et malgré les efforts d'Obama, et surtout malgré ses succès, eh bien, je crois que plus de la moitié de l'électorat, justement, voudrait penser que Obama serait peut-être faible et qu'il faudrait vraiment laisser la partie, si vous voulez, aux républicains qui assumeraient, si vous voulez, une meilleure défense du pays. Alors là, bien sûr, tout le monde se trompe, parce qu'on est quand même en année électorale. Il faut proférer des critiques acerbes, et plus particulièrement contre l'hôte de la Maison-Blanche. Parce que ce qui compte, si vous voulez, dans les années électorales, c'est qu'il faut remplacer ce président qui est issu, si vous voulez, d'un parti politique par un autre président qui viendrait, si vous voulez, du parti opposé. Si on a un démocrate, on voudrait vraiment élire un républicain et vice-versa. Alors là, je ne sais pas s'il y a des questions, mais... Bien sûr, professeur Lecomte. On en a, et le temps nous fait la guerre malheureusement, mais je suis sur le plateau avec mon collègue Georges Kakou. Abdoulaye Ndao est aussi au téléphone, je ne sais pas s'il va pouvoir intervenir. Mais on a vu un Barack Obama très sûr de lui, mais présenter ses réalisations en même temps, mettre le peuple américain en face des défis qui l'attendent. Que pensez-vous de sa présentation et les mises en garde par rapport aux excès de langage du camp républicain qui n'a pas cité nommément M. Trump? Mais on a vu un Barack Obama qui s'est érigé en professeur dans une certaine mesure pour donner des leçons aux excès de langage du candidat républicain. Bien sûr, bien sûr. Alors moi, écoutez, c'est une prestation... les prestations d'Obama sont presque toujours brillantes. Parce que c'est quelqu'un vraiment qui se trouve très, très, très à l'aise... si vous voulez, au cours de ses discours. Et puis, il y avait même beaucoup d'humeur, il y avait beaucoup d'humour, si vous voulez, dans l'air. Et puisque c'est le dernier discours, donc alors là, il a essayé, si vous voulez, de réaliser plusieurs choses à la fois. D'abord, il fallait vraiment une pause tout à fait décontractée, et il a été tout à fait décontracté. Et il fallait beaucoup d'humour, il a eu beaucoup d'humour, et il fallait, si vous voulez, une certaine gentillesse, si vous voulez, dans les expressions. Moi, je crois qu'il a été assez aimable, si vous voulez, envers tout le monde, excepté de temps à autre, émergent des petites pointes, si vous voulez, lancées contre les candidats républicains, c'est-à-dire des gens qui jouent sur la peur de l'électorat, des gens qui veulent horrifier l'électorat américain, et c'est pas la première fois justement qu'on voit ce genre de choses. Au cours des années électorales, il y a toujours eu ce genre de choses, des candidats qui dénigrent, qui font des critiques tout à fait acerbes contre le président, même dans les domaines, si vous voulez, où il a réussi. Par exemple, on parle de l'insécurité, il a réussi. On parle dans le domaine international, le combat contre le terrorisme international, eh bien, il a réussi. On parle de l'économie, on critique l'économie, il a réussi. On critique, si vous voulez, ses notes sur la couverture de santé, mais il a encore réussi en santé. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de notes subjectives, c'est-à-dire qui sont lancées comme critiques, si vous voulez, au président Obama, tandis que lui, il a beaucoup réalisé, et je crois qu'il a fait un très bon bilan, et vraiment, qu'on le veuille ou non, il faudra accepter, disons, la moitié de tout ce qu'il a dit. Bon, monsieur le professeur, c'est le temps pour nous de vous remercier pour votre intervention. Nous avons un agenda assez chargé, même trop chargé aujourd'hui. Mais en dépit de notre appel un peu tardif, vous aviez su quand même honorer notre invitation. Je vous remercie et j'espère que sous peu, nous aurons l'opportunité de vous recevoir. Au contraire, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Vous faites du bon travail et j'aimerais m'y associer à ce travail. C'est ça. Ok, merci le professeur. L'invitation est publique. D'accord. Au revoir, monsieur le professeur. Au revoir.
Bon, c'était avec nous le professeur Frantz-Antoine Lecomte qui a su nous gratifier de ses opinions. Georges, le temps presse. J'espère qu'Abdoulaye est toujours avec nous. Abdoulaye, vous nous écoutez? Bon, je ne sais pas. On n'a pas Abdoulaye. On va essayer de joindre Abdoulaye au téléphone. On va passer immédiatement au Burkina. Et le Burkina qui a émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. Guillaume Soro. On voit que la saga continue. Et puis, le Burkina prend très au sérieux ce coup d'État qui a eu lieu, qui a menacé sérieusement la stabilité de ce pays. Et on a pu écouter ici à CRTV grâce à l'intervention de Abdoulaye Ndao. Et je voudrais demander à Abdoulaye Ndao de bien vouloir nous rejoindre sur le 347 719 2035. 347 719 2035. Abdoulaye, vous pouvez nous rejoindre sur le 347 719 2035. Là, vous aurez l'opportunité de pouvoir participer avec nous. Parce que nous avions eu au téléphone le professeur Frantz-Antoine Lecomte. Malheureusement, vous n'avez pas pu participer à cette intervention. Bon, on parle maintenant du Burkina et on attend incessamment l'intervention d'Abdoulaye Ndao au téléphone. Oui, Georges, nous parlions tout à l'heure, nous disions que le Burkina a décidé de poursuivre, de lancer un mandat international. Alors là, est-ce que M. Guillaume Soro est passible de jugement par l'autorité burkinabé? Sur quelle base? Parce qu'il aurait intervenu, il aurait mis en danger, on connaît ce terme très à la mode dans les pays du tiers-monde, la sûreté de l'État. Un terme très populaire en Afrique. Oui, la sûreté de l'État, et c'est bien le cas dans le cas de Guillaume Soro. Est-ce que Guillaume Soro n'aurait pas vraiment entamé ses chances de succéder à Alassane Ouattara? Et non seulement il avait des problèmes au niveau avec les organisations des droits humains, Guillaume Soro, tout comme Blé Goudé, aurait dû aujourd'hui être à La Haye, selon certaines opinions. Aujourd'hui, il a des démêlés avec la justice burkinabé. Alors, qu'en pensez-vous? Jean, effectivement, vraiment, je crois que c'est un rebondissement encore, comme on appelle, au niveau des relations, je veux dire, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quand on sait bien que ces deux pays-là, dans le passé, étaient vraiment des pays frères. Et depuis, comme on appelle, la guerre post-électorale entre Laurent Gbagbo et Alassane Draman Ouattara, qui a marqué vraiment un temps l'histoire de la Côte d'Ivoire, on sait que depuis ce temps, la Côte d'Ivoire et le Burkina sont devenus je ne pourrais pas dire à couteau tiré, mais les relations ne sont plus au beau-fils comme elles étaient dans le passé. Effectivement, cette affaire vraiment de Soro Guillaume et comme on appelle avec les écoutes téléphoniques, cette affaire prend vraiment une tenue judiciaire et régulièrement mise en cause dans les médias depuis effectivement la divulgation d'écoutes téléphoniques supposées l'impliquant dans la tentative de coup d'État au Burkina Faso à la mi-septembre. Guillaume Soro est donc désormais visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé. Voilà, il faut dire que le 23 septembre, Sita Sangaré, le directeur de la justice militaire en charge de l'enquête sur le putsch manqué du général Gilbert Diendéré et de l'ex-régime de sécurité présidentielle qu'on appelle très bien le RSP, avait révélé que des écoutes téléphoniques avaient été versées au dossier sans toutefois préciser leur contenu, ni les interlocuteurs impliqués. Alors, dans cette affaire, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est fragilisé donc depuis le mois d'octobre et le début de l'affaire des écoutes. Selon plusieurs écoutes téléphoniques supposées, il aurait essayé
en collaboration avec Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, de soutenir les putschistes de l'ex-RSP lors de leur tentative de coup d'État à Ouagadougou. Donc, mi-décembre, la justice burkinabé avait émis un mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré lui-même, ex-président de ce pays, actuellement réfugié en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara. Vous voyez, cette requête est pour l'instant plutôt restée lettre morte à Abidjan. Tout laisse penser qu'il devrait en être de même pour Guillaume Soro, responsable politique ivoirien de premier plan, faisant figure de potentiel successeur de Alassane. Voyant la position politique de Guillaume Soro, on pourrait dire que peut-être cette arrestation n'aura jamais lieu, parce qu'il faut le dire, Jean, il est le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il jouit d'une certaine immunité parlementaire. Et donc, pour que Soro puisse être poursuivi, il faut que la Côte d'Ivoire accepte comme on appelle, de ôter son immunité parlementaire. Et ce qui doit être pour de l'appréciation, comme on le sait très bien, de son ami de longue date, comme on le dit, de vieilles dames, Alassane Dramane Ouattara. Et je ne pense pas que cela puisse se faire. Mais on ne sait jamais. Alassane lui-même qui est pressé aujourd'hui, lui aussi, par comme on appelle l'exil de Blaise Compaoré, alors qui essaie de s'en démarquer de cette histoire-là, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment une affaire assez gênante pour lui. C'est vraiment gênant pour lui parce que quand on apprend un peu ce qui se dit un peu partout, surtout au niveau de, comme on appelle, de la France essaie de prendre une position assez retranchée dans cette affaire pour ne pas être compromise parce qu'elle avait déjà jugé que c'était une affaire intérieure, qu'il ne fallait pas s'y mixer. Alors que nous sachions, vous et moi, nous connaissons très bien que Alassane Dramane Ouattara n'est soutenu par personne d'autre que la France. Donc, si la France se retire dans cette affaire, c'est une façon de dire, certainement, ils vont avertir certainement leur poulain de ne pas peut-être faire enfreint à la justice burkinabé, de laisser libre cours aux choses pour ne pas que eux mais le problème, Georges, si vous permettez que j'intervienne ici, c'est la justice burkinabé, est-ce qu'il y a d'abord une politique d'extradition entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, oui. D'autant que monsieur Guillaume Soro n'est pas un citoyen burkinabé. Non. Alors, comment soumettre un citoyen ivoirien, le numéro 2 du pays, à la justice du Burkina? Oui. Là, la question est là. Mais à mon avis, le problème de Guillaume Soro n'est pas au niveau d'être justiciable par rapport à la justice burkinabé. C'est son avenir politique qui est surtout en jeu, qui est surtout compromis à travers ce problème. D'autant qu'il n'y a pas longtemps, il y a un juge français qui avait émis un mandat contre Guillaume Soro. Voilà. Et je pense que, comme on dit en anglais, it's open season. Là, ça ne fait que commencer. Monsieur Abdoulaye? Pablo est là? Il est là. Oui, vous m'entendez? Très bien. Voilà, j'ai suivi la bonne analyse, je dirais, comparative de Georges, de la situation très tendue du reste entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Moi, je vais prendre un angle un peu différent. Parce que, comme vous le savez, le Burkina vient d'élire un nouveau gouvernement. Une élection qui, du reste, a été marquée de quelques soubresauts. D'abord, un putsch raté, et ensuite, un gouvernement de transition qui a été mis en place, et finalement, une démocratie qui a vaincu. Alors, ce processus qui était d'une certaine clarté a été, dans une certaine mesure, émaillé d'incidents. Et vous le savez, ce sont les incidents de ces épreuves fameuses. Et je m'excuse, je suis dehors, donc les aléas du direct font que vous entendez les bruits de la circulation. Donc, je disais que cette élection qui s'est bien passée, dans une certaine mesure, ont eu un point d'achoppement qui était
l'affaire des écoutes. Et je pense que ce jeune gouvernement qui vient de se former a aujourd'hui une chance unique de marquer son empreinte dans la sous-région en portant sur la place publique l'affaire de ces écoutes qui, du reste, nous savons très bien, et Jean l'a si bien dit, Guillaume Soro n'est pas d'une certaine façon justiciable. Mais c'est un coup de pub qui fait que ce gouvernement qui vient de se former va marquer son empreinte dans les affaires de la sous-région. La deuxième analyse que je ferai de la situation, c'est que, parlant de Guillaume Soro, il vient où il a fait son harakiri politique avec l'affaire de ses écoutes. Et une chance unique est maintenant offerte à Alassane Ouattara d'extirper cette épine qui lui collait au pied depuis la rébellion. Parce que Alassane Ouattara, d'une certaine façon, est quelqu'un qui était redevable à Guillaume Soro. Et je crois qu'il doit saisir cette occasion aujourd'hui pour, d'une certaine façon, se débarrasser une bonne fois pour toutes de Guillaume Soro. Et ce débarras doit être une solution interne. Moi, je suis de ceux-là qui refusent toujours que les affaires africaines soient transportées dans d'autres théâtres d'opération. Et si nous pouvons aujourd'hui régler le problème de Guillaume Soro intérieurement au niveau de la Côte d'Ivoire, je crois que ce serait la bonne solution. La bonne solution, d'abord, pour raffermir les relations historiques qui existent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais aussi faire en sorte que ce jeune gouvernement qui vient de se former au Burkina marque son empreinte et solidifie la démocratie burkinabèse. Mais une troisième raison, ce serait que Alassane Ouattara, de certaine manière, utiliserait cet événement pour, en fin de compte, se débarrasser de ce boulot qui lui traîne au pied depuis trop longtemps. Et bon, Georges allait intervenir, mais c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et qui va faire sortir ce éléphant? Parce que en le faisant sortir, il risque de causer beaucoup de dégâts. Georges? Bon, enfin, ce qu'il faut signaler, ce que je voulais effectivement rapporter dans cette affaire, il faut dire que c'est une bande enregistrée de 16 minutes et 35 secondes, 32 secondes plutôt, qui aujourd'hui culpabilise, pour ne pas dire mettre en cause le président de l'Assemblée nationale. Cette bande enregistrée, certains sont allés jusqu'à, comme on appelle, transcrire les conversations qui ont eu lieu et qui ont été enregistrées. Les conversations ne sont pas aussi claires, d'après ce qui a été transcrit au niveau de la presse internationale. Elles ne sont pas aussi claires. Et non seulement cela, on se demande encore si ce n'est pas quelque chose, si ce n'est pas un montage, parce que c'est possible de faire un montage. Mais le point le plus important, c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, Jean, c'est de savoir plutôt, est-ce qu'un citoyen étranger, encore de plus, qui est la deuxième personnalité d'un pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de façon constitutionnelle, s'il arrive une vacance au niveau du pouvoir exécutif en Côte d'Ivoire, la personne qui deviendra, par le jeu de la Constitution, immédiatement président de la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Soro Guillaume. C'est ce que prévoit l'article 55.2, comme on appelle la Constitution ivoirienne. Et donc, vous voyez, est-ce que cette personne-là peut être arrêtée en territoire même étranger et expatriée, par exemple, dans un territoire outre pour être jugée parce qu'il fait l'objet... Pas expatrié, déporté. Enfin, déporté. Oui, parce que là, on ne dirait même pas déporté parce que de son propre pays, déporté de son propre pays dans un territoire, sinon dans un pays étranger, pour être entendu par la justice juste parce que on l'accuse à partir d'une base de bandes enregistrées qui ont été, comme on appelle, mises à la disposition de la justice. Vous voyez, donc, c'est vraiment... C'est une affaire. Et moi, je dis tout à l'heure, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être sa future, comme on appelle, sa carrière politique qui a été complètement endommagée. Parce qu'il faut le dire, c'était le poulain d'Alassane. C'est quelqu'un que le président préparait pour sa succession. Il ne faut pas dire c'est le bras armé d'Alassane. Voilà, mais justement,
on le préparait pour la succession. Parler de poulet, c'est... Un poulet peut avoir une trajectoire assez... C'est le bras armé d'Alassane. Voilà, donc on peut peut-être dire cela. C'est le chef militaire d'Alassane, effectivement. Voilà, le chef de guerre. Moi je ne suis pas ivoirien, je peux me permettre de dire les choses telles qu'elles sont. Mais il faut le dire que moi, je ne pense pas qu'en réalité, Soro puisse être quelque part un jour, je peux dire expatrié ou bien déporté ou rapatrié au Burkina pour être entendu par la justice burkinabé. Ça, je ne vois pas comment cela... Mais le problème, c'est un mandat d'arrêt international. Voilà, c'est-à-dire que partout il se présente, il pourrait être arrêté. Ce qui veut dire qu'il ne sortira plus jamais de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que tant qu'il est sur le territoire ivoirien, je ne vois pas comment ça va se passer. Il est protégé. Mais s'il sort du territoire ivoirien, effectivement, il peut être pris partout où il sera. Et sachant cela, je ne suis pas convaincu que Dramane Soro est très bien à l'aise en Côte d'Ivoire. Pour chercher à sortir pour aller quelque part, sa vie n'est pas menacée en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour te dire que, d'ailleurs même tout à l'heure, je voulais ouvrir cette parenthèse. Jean, quand le président Alassane est allé à l'investiture du nouveau président burkinabé, la presse a fait remarquer même que c'est vraiment, je peux dire... c'est-à-dire que ces deux personnes n'ont pas eu véritablement d'échange, ne seraient même pas... Pourquoi était-il allé alors? Voilà. Était-ce pour essayer de gommer le problème? Parce voilà. On ne saurait attendre d'accueil chaleureux de la part de Kaboré envers Alassane Ouattara. Non, mais il a assisté. On se souvient encore. Il a été invité à son investiture. Oui, mais une invitation d'usage. Mais après, ça a été rapporté par la presse internationale que les deux ont eu des échanges, mais pas au cours de la cérémonie d'investiture, mais après, quelque part, ils ont j'imagine. C'est un pays frère. Bon, il y a une fuite au niveau de la conversation qui disait qu'il paraît-il que le problème de l'expatriation, c'est-à-dire le rapatriement de choses comme on appelle Blaise Compaoré n'a pas été évoqué, d'autant plus ce sont des sujets qui fâchent. Non plus n'a été évoqué. Ce sont des sujets qui fâchent, Georges. Voilà, on ne va pas les évoquer. N'oublie pas que le mois passé, on a vu le président Alassane et Blaise Compaoré sur les plages d'Assini en train de vraiment se donner du bon temps. Et cette image a été circulée un peu partout. C'est une dette, une lourde dette que Alassane est en train de payer. Bien sûr, bien sûr. Bon, on doit avancer rapidement, Georges, parce que le temps vraiment... Oh mon Dieu, je ne sais pas comment on va s'y prendre aujourd'hui. Il y a trop de sujets sur le tapis. On va parler rapidement du Burundi. Le Burundi où l'on a découvert des charniers. Et l'ONU qui hausse le ton. Nkurunziza arrivera-t-il au terme de son mandat? On va passer à leader de la PA. Oui. Abdoulaye? Allô, Abdoulaye? Oui, oui. Je suis là. Je vous écoute. Ah, et la question vous a été posée, on va la reprendre. Et on parle du Burundi maintenant, la découverte de charniers à Bujumbura, et surtout dans les quartiers reconnus acquis à l'opposition, et puis l'ONU hausse le ton. Et il y a la mission de l'Union africaine qui veut déployer 5000 soldats sur le sol, et il y a les réticences de Nkurunziza. Et maintenant, on se demande la question, est-ce que Nkurunziza va pouvoir arriver au terme de son mandat? Moi, je ne suis pas très surpris de ce qui s'est passé, des découvertes de charniers, parce que simplement depuis quelques mois maintenant, une situation de guérilla urbaine règne au Burundi. Si l'Union africaine a montré son incapacité à asseoir son autorité au Burundi, je pense que l'ONU et par ricochet la communauté internationale doit se saisir du dossier et mettre un terme à ces exactions. Je pèse bien mes mots. Nkurunziza, je le pense, a porté sa bataille un peu trop loin. Et aujourd'hui, que la communauté internationale est en train de s'offusquer de ces découvertes, certainement, ils vont mettre un terme à ce qui se passe. Moi, je pense que si on veut analyser la situation du Burundi, il faudra analyser la situation globale de ces dinosaures politiques qui, d'une manière ou d'une autre, essaient de faire régner la terreur chez eux. Nous avons
durant nos émissions passées, évoqué la situation de la démocratie en Afrique. Quel est le modèle démocratique ici aux Africains? Est-ce que la limitation des mandats est une chose qui doit être promulguée pour des petits pays comme les pays africains? Est-ce que ne devrions-nous pas essayer de penser à un modèle démocratique africain qui nous éviterait de telles violences? Je suis sûr que Georges est d'accord avec moi et je continue à marteler cette idée. Est-ce qu'une chefferie africaine n'est pas un modèle démocratique qui ici en certains pays? Est-ce que le modèle démocratique qui va être promulgué au Sénégal doit être celui qui va être promulgué au Burundi? Donc, une démocratie, c'est l'histoire d'un pays. Ce sont les entrefaits qui se sont passés pour que ce pays devienne un pays. Et si aujourd'hui nous voulons adopter un même modèle dans tous les pays, je crois que ça va amener des problèmes. Et aujourd'hui, Nkurunziza est, à mon avis, en train de voir la fin de son mandat et certainement, je suis de ceux-là qui disent que ça devrait arriver plus tôt que tard, parce que simplement, voilà des milliers de personnes, de vies humaines qui sont en train d'être perdues et certainement, il n'a plus cette capacité à vendre son idée de troisième mandat. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, et d'ailleurs on a évoqué la question dans nos émissions passées, c'est quelle sera, certainement le sujet, je l'ai vu dans ton agenda, quelle sera la position de Ali Bongo, quelle sera la position de Kagame, etc., etc. Donc voilà, des présidents qui, comme à l'instar de leurs collègues du Burundi, sont en train de briguer un troisième mandat. Est-ce que c'est même violent? Et Abdoulaye, Ali Bongo ne va pas briguer un troisième mandat. Il va partir pour un deuxième mandat, pas son troisième. Oui, un deuxième mandat. C'est mon ami, il faut faire attention. Hein. Et bon. J'étais en train de compter les mandats familiaux. En tout cas, oui, c'est ça. Allez-y rapidement, Georges. Je sais que tu parles toujours lorsqu'on parle du Burundi. La dernière fois, vous évoquiez les incohérences de certaines organisations telles que l'UA, comment l'Union africaine peut ne pas pouvoir résoudre un problème qui se pose au Burundi. Et nous avions évoqué aussi les contraintes probablement au niveau de la charte même de l'Union africaine, puisque Nkurunziza s'y oppose. C'est pourquoi nous avions évoqué récemment le droit d'ingérence humanitaire. On avait parlé. Pensez-vous qu'il va pouvoir arriver au terme de son mandat et le Burundi est en train de s'engouffrer dans une guerre civile? Voilà, Jean, en fait, effectivement, il ne va pas arriver. Si vous me posez cette question, je vous dirai non, il n'arrivera pas à la fin de son mandat. Et pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a une situation qui prévaut en Afrique. Vous n'avez qu'à regarder la manière dont les pays occidentaux, c'est-à-dire les tactiques et les ruses que les pays occidentaux utilisent pour s'immiscer dans cette affaire, pour voir que dans peu de temps, cette affaire va prendre une autre tournure. On a toujours, que ça soit, je ne dirais pas seulement en Afrique, mais je dirais partout, surtout dans les pays du tiers-monde, dès qu'il y a une crise quelconque, que ce soit une crise politique ou militaire ou une guerre civile quelconque, au départ, d'aucuns diront que voilà, s'y mixer dans cette affaire, ce serait une ingérence dans une affaire interne. La plupart des chefs d'État africains, au début, ça a été justement, comme on appelle, le mot d'ordre. Ne pas s'ingérer dans les affaires comme on appelle, de ce petit pays de l'Afrique centrale qui est le Burundi. Mais aujourd'hui, l'ONU parle de constats de viols, de massacres ethniques, de charniers. C'était des choses, comme Abdoulaye disait tout à l'heure, c'était des choses prévisibles.
à l'allure et au rythme de la violence que nous connaissons aujourd'hui dans ce pays-là, et surtout qui est mené par ce président qui s'entête, qui se bat comme un beau diable à corps et âme pour se maintenir effectivement à la tête de ce pays, malgré le refus et l'opposition de son propre peuple, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que ceux qui font l'affaire de Pierre Nkurunziza, c'est l'armée. Et quand on sait que l'armée est impliquée dans des situations pareilles, il va avoir des victimes. Et les victimes, ce n'est pas, on ne parle pas d'une personne ou deux personnes qui ont été abattues dans un bout de la rue, mais on parle effectivement d'un massacre. Parce que quand l'armée est impliquée dans une affaire pareille, c'est une tuerie en masse. Et il faut effectivement cacher les marques ou les traces de cet événement-là. Puisque depuis un moment, Pierre Nkurunziza savait que dans le Conseil des Nations, d'aucuns se préoccupent de la situation qui se passe au Burundi. Et que tôt ou tard, il allait avoir une intervention quelconque. Tout récemment, je l'ai dit sur ce plateau, l'Union africaine avait manifesté le désir d'intervenir là-bas. Et il s'est trouvé que Pierre Nkurunziza, je peux dire même ça a été quelque part, il les a défiés en disant que c'est une affaire interne et qu'il ne fallait pas du tout envoyer une force quelconque internationale au Burundi. L'ONU est en train de justifier aujourd'hui son intervention. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, parce que on a déjà connu des précédents d'une situation pareille. Ça s'est passé dans bien d'autres pays. Le Congo. Au Congo, voilà. Et je prendrais même le cas, même peut-être la Côte d'Ivoire, ça a été pareil. Et on prend toujours l'ingérence humanitaire qui permet justement l'accès au pays. Et dès qu'on est à l'intérieur, alors maintenant on peut mettre les stratégies en place pour maintenant commencer à indexer, et qu'on appelle évincer plutôt la personne qui devient un danger pour la société. Donc, pour répondre à ta question, moi je le dis, nous sommes en train d'assister à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Il ne va pas terminer son troisième mandat. Mais ce qui est dommage, c'est que cette intervention arrive un peu de façon tardive. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts déjà. Il y a beaucoup de personnes qui ont payé. Des centaines. Voilà. Et dans les charniers découverts, on parle de viols comme un peu collectifs, et tout des massacres d'ethnie. C'est à la limite, c'était peut-être, je ne dirais pas un petit Rwanda, mais un Rwanda qui s'est opéré aussi quelque part au Burundi, où l'opinion publique a fermé les yeux, sachant bien la réalité, a fermé les yeux. International, il faut qualifier. L'opinion publique internationale. L'opinion publique internationale. Parce que l'opinion publique africaine aussi a fermé les yeux. Parce que l'ONU, qu'on appelle l'OIA, l'Union africaine plutôt, aurait pu faire quelque chose dans ce sens-là dans les débuts. Ils auraient pu faire quelque chose. Mais quelque part, ils ont assisté de façon passive à la situation jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'ONU aujourd'hui maintenant trouve un moyen d'ingérence humanitaire pour pouvoir entamer vraiment la résolution du problème. Et ce que je peux dire, c'est que nous allons assister très bientôt. Ça ne sera pas certainement une fin négociée de sortie de Pierre Nkurunziza, mais vous allez voir, et on reviendra peut-être dessus sur ce plateau, ça sera un arrêt, ce sera certainement quelqu'un qui va finir à la Cour pénale internationale. Parce qu'il faut savoir que ce tribunal est fait effectivement pour les Africains. Voilà. Ok Georges, on va passer du Burundi au Gabon. Oui. Où en 2016, c'est l'année électorale au Gabon, et Ali Bongo va briguer un deuxième mandat. J'espère que ce sera le dernier. Après, son père a passé 42 ans au pouvoir. Et à la mort de son père, il a été élu. Cette élection a été suivie de beaucoup de bouleverses politiques. Les grands ténors de l'opposition gabonaise sont morts. Baobam est mort récemment. Pierre Mombundu est aussi mort. C'est M. Ping qui a été choisi par l'opposition. Et déjà, ça a toujours été le point fort de Bongo. Et lors de la dernière élection, il a su rallier certains. Il a su profiter de la division de l'opposition pour se faire élire. Bien sûr. Mais ce reste encore le cas. Mais le grand problème, là je l'ai posé, c'est la situation économique mondiale qui ne va pas dans le sens d'Ali Bongo, parce que la dépréciation du baril de pétrole, et le Gabon dépend largement de l'exploitation du pétrole. Le Gabon, certes, a le bois, c'est un pays où la forêt est extrêmement bien pourvue, cependant. Est-ce que Ali Bongo va pouvoir s'en tirer?
face à une opposition, si cette opposition arrive à vraiment s'unir pour une fois. Bon, en tout cas, voici notre réalité aussi qui est là, évidente. C'est dommage, c'est dommage que comme on appelle cet épisode-là aussi se passe en Afrique, comme d'habitude. Hein, c'est le problème des mandats que je décris sur les antennes chaque jour. Vous allez dire tout à l'heure, on espère bien qu'à la suite de ce deuxième mandat, Ali Bongo, effectivement, va rendre le tablier. Ce que je ne crois pas, parce qu'on connaît bien comment les chefs d'État africains arrivent à la magistrature suprême et dès qu'ils prennent goût justement aux choses liées à la présidentielle, à la gestion du pays, il se trouve qu'ils veulent vraiment de façon se pérenniser, comme on appelle, au pouvoir. On l'a vu avec son père, ça ne m'étonnerait pas que Ali Bongo, peut-être malgré comme on appelle, ce qui se dessine dans l'horizon du ciel gabonais, qu'il puisse, comme on appelle, chercher à peut-être se présenter pour une troisième fois. Mais ce qui me plaît cette fois-ci, c'est la façon dont l'opposition gabonaise s'organise. Cette fois-ci, ils partent en guerre de façon organisée. Et je crois que c'est bien. Vous l'avez tout à l'heure si bien évoqué, il a toujours profité de la division comme on appelle, de l'opposition pour pouvoir, comme on appelle, régner. Comme on le dit, il faut diviser pour régner. Il a su le faire dans le passé. Mais là, avec l'opposition qui s'unit et présente un seul candidat, ça va rendre les choses un peu plus compliquées pour lui cette fois-ci. Parce que, et encore, ce qui fragilise un peu comme on appelle son pouvoir, c'est surtout le problème que vous venez d'évoquer, la chute du coût de pétrole. Le Gabon ne vit que de ça. Il n'y a rien d'autre dans ce pays-là si ce n'est pas l'or noir. Et donc, si... il y a l'exploitation du bois. Hein? Le bois. Écoutez, le bois, Jean. Combien de personnes ont besoin du bois? Il y a aussi la bauxite. Oh, le Gabon est un pays bien pourvu. Effectivement. Ils ont le bauxite, mais la matière première visée et comme on appelle bien apprivoisée dans ce pays, c'est bien l'or noir. Et si l'or noir connaît un déclin, effectivement, ça affecte l'économie du pays. Et qui parle d'économie en Afrique, immédiatement, c'est la société civile qui en souffre. Et c'est toujours comme ça. Parce que vous pouvez parler de déclin économique dans un pays africain, ça n'a jamais touché ceux qui sont bien situés dans les hauteurs des finances. Parce que ceux-là, ils ont déjà garanti leurs arrière-plans, quel que soit le remue-ménage financier qui va se passer dans le pays, ils ne sont jamais touchés. Donc, ce n'est pas une situation qui va inquiéter Ali Bongo lui-même en tant que président de ce pays, mais ceux qui vont faire que ça va devenir une situation peut-être du pays ou qui va l'amener à s'inquiéter de la situation, c'est le peuple. Le peuple qui est toujours le premier victime de ce genre d'action. Va-t-on assister, alors, il faut penser, le temps de faire la guerre, va-t-on assister à la vente de certains châteaux à travers le monde? Ah oui, ça c'est sûr. Il va falloir faire un rapatriement du capital, sinon... Abdoulaye. Je ne pense pas qu'ils vont arriver à ce niveau-là, ça je ne pense pas. Oui, Jean, je crois que, oui, vous avez raison, le Gabon est en train de connaître des problèmes, mais il ne faut pas exagérer les problèmes du Gabon parce que, rappelons-le, c'est un pays extrêmement riche avec une population qui est trop petite, donc ils ont assez de ressources pour se partager. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vent de démocratie. Moi, je ne l'appellerai même pas un printemps africain, mais les peuples africains sont en train de vouloir s'extirper de cette tendance à être dirigé par le même président, la même famille, les mêmes dynasties, etc., etc. Et quand on parle de Ali Bongo, quand bien même qu'il va appliquer un deuxième mandat, tout à l'heure, ironiquement d'ailleurs, je l'ai mentionné en disant que je comptais les mandats familiaux, Ali Bongo, c'est une continuation de son père qui a dirigé le Gabon pendant des décennies. Bien sûr. Donc, 42 ans. Il y a une certaine 42 ans, vous voyez. Voilà, il y a une certaine lassitude qui est en train de s'emparer du peuple gabonais avec le nom Bongo. Et ceci est mis en valeur par la qualité du candidat qui est en train de postuler à la présidence, Jean Ping. Jean Ping, ce n'est pas quelqu'un qui est sorti des chantiers battus,
c'est quelqu'un qui a une certaine carrure diplomatique et une carrière internationale. Rappelons-le, il a été secrétaire général de l'Union africaine, il a été aux Nations Unies, il a été ministre avec énormément de portefeuilles. Le seul bémol que je verrai chez M. Ping, c'est son âge. Il a 74 ans. Est-ce qu'à 74 ans, il a encore cette volonté d'aller vers au charbon, comme on dit, un jargon guerrier? Donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, véritablement, si on met à côté l'âge du candidat Ping, on est en train de voir émerger au Gabon des élections qui certainement vont être des élections très rudes pour la famille Bongo. Bon, ce que j'aimerais ajouter, effectivement, Abdoulaye, vous avez évoqué l'âge de Jean Ping, effectivement, 74 ans, ça fait effectivement un peu vieillissant. Mais bon, en Afrique, pour l'Afrique, ce n'est pas un âge avancé hein, pour briguer la magistrature suprême. Mais je veux dire que ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'unification derrière Jean Ping, c'est plutôt, ce n'est pas pour qu'il reste certainement longtemps peut-être au pouvoir. Si toutefois il gagne ces élections-là, ce n'est pas qu'il reste longtemps au pouvoir, mais c'est justement, il fallait se... qu'est-ce que je pourrais utiliser comme terminologie? Il fallait plutôt se regrouper derrière quelqu'un qui pourrait avoir l'aval de l'Occident et qui pourrait peser dans la balance contre Ali Bongo. Jean Ping est effectivement le candidat qui peut faire cette affaire. Parce qu'on a vu tous les autres membres de l'opposition, ils n'ont jamais pu créer le consensus autour de leur personne. Quand je parle de consensus, ce n'est pas le consensus national, mais le consensus international. Voilà quelqu'un qui peut créer le consensus international autour de sa personne contre Ali Bongo. Donc je comprends un peu la stratégie de, comme on appelle, l'opposition gabonaise. C'est ce que je voulais signaler. Et bon, souhaitons l'unification derrière Ping n'est pas tout à fait gagné. Hein? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes réticentes parce que sur 27 personnes, il n'a pu seulement se faire élire que par 16 membres. Donc, c'est-à-dire que l'autre parti encore reste à convaincre. En effet, souhaitons... bon, il faut pas... Il faut compter avec l'intelligence, l'expérience d'Ali Bongo pour ramener les autres de ce côté. Il y a... compter sur son argent à ramener les autres. Bon, je vais jusque-là, mais je parle plutôt de ses expériences. On va du Gabon, on passe au Tchad, au Idriss Déby aussi. Va briguer un nouveau mandat, un mandat contesté sans doute. On se souvient lors de la dernière élection, la France voulait à tout prix à ce qu'ils disent clairement, explicitement que c'était sa dernière élection. Ça fait déjà plus de 25 ans, Idriss Déby est au pouvoir au Tchad aujourd'hui. Déby fait face à de sérieuses difficultés aussi, tout comme le Gabon. Les caisses, d'après certaines informations, les caisses du Tchad seraient donc pas trop remplies. J'ose pas dire vides, parce que des fois, lorsqu'on lit certaines dépêches, il faut comprendre, il y a la France qui essaie à tout moment d'essayer de tenir à l'écart Idriss Déby Itno, qui a su se faire une fraîcheur politique à travers les problèmes de la région de Boko Haram. On l'a vu partir en guerre contre Boko Haram, mais on l'a accusé d'avoir beaucoup dépensé pour supporter des opérations militaires. Et aujourd'hui, il serait avec un baril de pétrole qui a aujourd'hui touché le bas-fond de $29 le baril. Et on a vu ce qui se passe aujourd'hui à Wall Street, on va en venir tout à l'heure. Est-ce que Idriss Déby n'est pas en train de monter une pente rocailleuse parce que on sait que particulièrement la France souhaite inévitablement qu'il ne se représente plus
aux élections. D'autant plus, la France va essayer de soutenir quelqu'un d'autre pour se débarrasser d'Idriss Déby Itno. Ouais, Jean, effectivement, voici encore un autre cas qui est, je pourrais dire, un peu, c'est dommage que Idriss Déby, après 25 ans à la tête du Tchad, encore repart en campagne. C'est un peu comme si en Afrique, c'est le seul pays où je pourrais dire même que l'exercice politique n'a pas d'âge de retraite. Au contraire, c'est plus vous vieillissez, vous êtes plus intelligent même à gérer, vous êtes plus apte, je peux dire, à gérer un État en Afrique. D'aucuns déjà le qualifient même à 63 ans d'être un président affaibli. On trouve même qu'il est fatigué déjà. Et malgré cela, il insiste, il s'en va déjà encore en camp. Bon, en fait... Encore une fois, Georges, encore une fois, ça ne fera pas de mal, n'est-ce pas? Permettez que j'intervienne ici. Oui. Parce que lorsqu'on lit les articles, par exemple, qui décrivent une situation, oui, ces articles ne sont pas toujours neutres. Absolument. Idriss Déby, c'est un grand stratège militaire. Absolument. Quelqu'un qui a pu se sauver des situations qu'on croyait totalement désespérées. Récemment, son palais a été encerclé par des rebelles. On le tenait pour mort. Oui. Et finalement, il a pu sortir des stratégies militaires pour s'en sortir. On a dit, il a dit qu'il aurait négocié avec la France, oui, que c'était, bon, je ne sais pas si c'était le dernier mandat ou pas, mais à l'époque de Kadhafi, il avait beaucoup de débellés aussi avec Muammar Kadhafi. Cependant, mais lorsqu'on parle de la fatigue Déby, est-ce une fatigue de son appétit pour le pouvoir ou bien c'est lui qui est fatigué? Parce que moi, ça fait déjà longtemps que je lis sur l'Afrique et c'est, bon, dès qu'on parle de Tchad, on parle de Gougouni Weidé, on parle de celui qui est en prison chez le... Ah bon? Non. Chez Abdoulaye, au Sénégal. Qui ça? L'ancien président, mon nom m'échappe. Hissène Habré. Oui. Ouais, ce sont des noms qui reviennent toujours. Ce sont des personnalités qui ont dominé la politique tchadienne pendant des décennies. Bien sûr. Alors, Déby, il a pris le pouvoir et depuis, il a pu s'abouter au pouvoir. Et il y a la France, avec la montée du prix du pétrole, il pouvait demander à la France d'aller au diable, pour être plus diplomatique. Et aujourd'hui, Déby, est-ce c'est lui qui a une fatigue, il exprime une certaine fatigue pour le pouvoir, ou bien c'est l'article qui veut lui faire peindre à travers comme quelqu'un qui serait donc fatigué? Allez-y, Georges. Oui, en fait, ce n'est pas lui, parce qu'à 63 ans, il est encore dans la fleur de l'âge. En tout cas, il est encore dans la fleur. Là, pour un chef d'État dont la santé est suivie vraiment de très près, je crois que 63 ans, ce n'est pas l'âge fatigué. Mais je crois qu'ici, quand on parle de fatigue, ce sont les différentes situations qui ont évolué au cours de, comme on appelle, de sa vie, comme on appelle à la magistrature suprême. Je crois que c'est de ça que les gens font allusion ici. Ce qui veut dire que, vous venez de le dire tout à l'heure, il avait été, comme on appelle, encerclé par, comme on appelle, les rebelles et autres. Toutes ces situations, les gens se disent, bon, écoutez, il devait être fatigué de tout cela. Ils disent, bon, écoute, 25 ans au pouvoir, ça suffit. Moi, je rends le tablier, je m'en vais quelque part, prendre ma retraite, me reposer tranquille pour sortir de toute cette top-là. Mais bon, il s'en va. Voilà quelqu'un, comme tu le dis, c'est un stratège militaire, il connaît. Voici des gens qui ont marqué l'histoire de, comme on appelle, la vie politique africaine dans ces 2 derniers, comme on appelle, décennies. Et je sais que en se présentant encore pour une dernière fois, il va remporter cette élection. Qui t'a dit ça pour une dernière fois? Enfin, pour cette fois-ci, en se présentant pour cette fois-ci, il va remporter parce que l'opposition même au Tchad est complètement émiettée actuellement. Elle est complètement divisée. Donc, un Idriss Déby face à une opposition divisée, je ne vois pas le combat là. La réélection est assurée. Bien sûr. Et bon, on va faire l'économie de l'intervention de l'idéologue de l'APR. Oui. On va parler économie maintenant. La bourse... Je voulais dire juste 2 mots. Allez-y. Sur la question du Tchad. Pour dire simplement que, oui, on connaît les talents de stratégie militaire
l'ère d'Idriss Déby. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que sous Idriss Déby, je ne parlerai pas de boom économique, mais le Tchad s'est amélioré économiquement. Et ceci, certainement avec les découvertes minières ça et là, nous savons tous aujourd'hui que le Tchad est un pays minièrement très riche. Donc, le niveau de vie des Tchadiens est en train d'évoluer d'une certaine façon. Et ajouter à cela le fait que Déby est devenu une personne incontournable en Afrique centrale, militairement parlant. Rappelons-nous, lorsque le problème de Boko Haram a éclaté, certainement tous les regards se sont tournés vers le géant nigérien, mais on savait très bien qu'en termes de stratégie et de technique de combat, l'armée tchadienne était la plus apte à faire face à ce danger-là. Donc, c'était simplement pour vous dire que aujourd'hui, il faudra mettre en compte le fait que le Tchad a mis en place une bonne armée, mais aussi l'économie est en train d'évoluer petit à petit. Parlant d'économie, on va y rester. Et la bourse chancelle. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 390 points aujourd'hui, soit 2,39% de sa valeur. Le Standard & Poor's, 41,50, soit 2,69% de la valeur. Le Nasdaq a atteint son niveau le plus bas depuis 2014. Et on voit à Shanghai, c'est là où le scandale a commencé, en Chine. Et aujourd'hui, la bourse de Shanghai a perdu 3,5% de sa valeur. C'est une économie qui chancelle et partout. Et tout à l'heure, j'ai entendu le professeur François Lecomte parler des années glorieuses d'Obama. Et je me demande si on n'est pas au bout de ces années glorieuses, parce que c'était un peu le cas avec Clinton. À l'entrée de George Bush au pouvoir, c'était déjà et le début de la récession qu'il a exacerbé dans une certaine mesure avec des politiques économiques tout à fait déréglées, folles et très risquées. On se souvient des taxes, des rabais qu'il avait offerts, des trillions de dollars qu'il avait offerts aux 1% des plus riches d'ici, lorsque Bush était arrivé au pouvoir. C'était sa façon pour lui de payer ses dettes politiques. Et bon, aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Shanghai, en Chine. En 2 semaines, la bourse chinoise a perdu environ 8% de sa valeur. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc, je peux même dire, pas 8%, plus de 10% de sa valeur. Ce sont des valeurs qui valent beaucoup. Et si vous me permettez la répétition, aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui se passe à Wall Street, c'est une économie, quand même, il y a des contradictions. Aux États-Unis, l'économie a produit environ 6 millions d'emplois en 2 ans, et avec des problèmes, certes, au niveau les salaires qui ne montent pas tellement, le niveau de participation de l'inclusion de la population aux performances économiques de la société reste quand même à beaucoup à désirer. Ce n'est pas pour rien que Barack Obama en a parlé et mardi dernier dans sa présentation de discours à la nation. Il y a ce qu'on appelle en anglais le quantitative easing, en français qu'on parle l'assouplissement monétaire, que le Fed, les autorités monétaires ont mis fin à cette histoire. Déjà, on a commencé à avoir des augmentations au niveau des taux d'intérêt. Est-on en train d'assister avec la dépréciation considérable du prix du pétrole? À un certain moment, cela faisait rire tout le monde. Maintenant, il y en a même qui commencent à s'en alarmer. Est-ce que ça ne va pas aller un peu trop bas? Et on parle déjà d'un baril de pétrole à $10. Et ceux qui font des projections. Et dans ce cas-là, qu'arriverait-il à l'économie mondiale? On a déjà vu l'effet au niveau mondial avec ce qui se passe
en Europe, dans la zone euro, c'est inévitable qu'on allait avoir un ralentissement au niveau de l'économie macroéconomique. Et ajouter à ce qui se passe, l'appétit chinois qui s'affaiblit pour la consommation de l'énergie, et des revisions à la baisse constante de la croissance chinoise, eh bien, commence à avoir des effets. Il y a ce qu'on appelle aussi l'effet de correction au niveau du marché, la surévaluation de la bourse, des bourses même au niveau mondial, et avec ce qui se passe en Europe, le ralentissement. Et il y a deux semestres, l'Allemagne a frisé la récession. C'est une situation, le tableau n'est pas du tout, les indicateurs sont au rouge. Je n'ai pas voulu prolonger la conversation avec le professeur, je l'ai laissé partir en disant que l'indicateur était trop vert. Peut-être qu'il n'était pas au courant de ce qui était en train de se passer sur le marché aujourd'hui. Des gens comme Abdoulaye qui ont son argent investi dans le marché un peu partout, oui. Eh bien, je ne sais pas si il va dormir ce soir. J'apprécie la moquerie. Eh bien, vraiment, déjà, on parle de déflation. Il y a inflation lorsqu'il y a augmentation des prix, oui. Mais c'est la déflation qu'on a connue au Japon. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Et comment va-t-on s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va reprendre, si la tendance continue avec le programme d'assouplissement monétaire? Tous les analystes financiers et économiques disent non. On va pas reprendre. C'est pas pour rien qu'il y a un mois et demi, parler de l'économie qui vit sur stéroïdes ici aux États-Unis, avec le soutien des programmes de les autorités monétaires à certains programmes. Et aujourd'hui encore, on a entendu Goldman Sachs doit payer 5 billions de dollars pour son programme de mortgage-backed securities. Ce sont des programmes ce sont des voleurs au col blanc. Et personne n'a été en prison, même pas devant un juge, pour déposer pour l'histoire. Alors là, ils ne font que payer leurs crimes à travers des amendes. Alors, c'est la situation aujourd'hui où l'économie affiche une certaine volatilité qui enlève le sommeil à plus d'un. Et le taux de participation de l'économie, bon, on en a déjà parlé. On parle déjà de récession et de déflation. Et la question a été posée, est-ce qu'on est en train d'assister, tout comme en 2008, à un problème économique au niveau global? Encore une fois, les analystes ont rapidement déclaré que ce n'était pas le cas parce que il s'agit d'une simple correction. Est-ce une simple correction, Georges ou Abdoulaye? Oui, Abdoulaye, allez-y. Oui, Abdoulaye. Allô. Oui. Abdoulaye? Je crois qu'Abdoulaye est en train de nous appeler actuellement. Ah ben, ok, d'accord, je prends. Oui, Abdoulaye, allez-y. Allô, Abdoulaye? Bon, on va demander à Abdoulaye d'appeler de préférence au 347 719 2035. 347 719 2035. C'est mieux qu'il nous appelle à ce numéro, Georges. Et bon, je comprends. Quelle était la question encore? Et la question, c'était, on parlait de, je venais tout juste de dresser un tableau assez sombre de l'économie au niveau mondial. Abdoulaye, allez-y, Abdoulaye. Vous êtes en ligne. Abdoulaye. Voilà, je crois que l'analyse de Jean est bonne, mais il faudra, je pense, de façon globale, regarder ce qui est devenu l'économie mondiale. Parce que quand nous parlions de crise, c'était une crise de production dont on parlait dans le passé. Donc l'économie mondiale est passée d'une économie de production vers une économie spéculative. Ce qui se passe en Chine, c'est une manipulation de la monnaie chinoise qui cause les soubresauts que vous voyez à Wall Street. Les Chinois, en fonction de leurs objectifs d'importation ou d'exportation, manipulent leur monnaie pour avoir les faveurs du marché. Et aujourd'hui, Jean l'a dit tout à l'heure,
quand vous regardez par exemple ce qui se passe dans le marché mondial, il y a un ralentissement de l'économie chinoise qui fait que l'économie mondiale est en grippe. Donc, je pense que si nous voulons éviter, encore une fois, les catastrophes de 2008, certainement on doit revoir l'économie mondiale. Et pour faire en sorte que, véritablement, la valeur réelle de l'économie soit reflétée pour que nous ne puissions plus tomber dans cette spéculation qui nous a coûté ce qui s'est passé avec, comme Jean le mentionnait tout à l'heure, avec ces spéculations immobilières qui ont coûté des milliards et des milliards de dollars. Donc aujourd'hui, on doit d'abord, si nous parlons de façon plus sectaire, parlant des relations avec les États-Unis et la Chine, les États-Unis doivent penser une méthode qui fera qu'on sera moins dépendant de l'économie chinoise. Et ceci entraînerait des effets assez positifs, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, si le taux de chômage aux États-Unis est aussi élevé, c'est parce que simplement les industries américaines ont la possibilité d'envoyer leur production vers la Chine, où le coût de production est plus bas, parce que simplement les salaires étant plus bas. Donc c'est un problème, c'est un dilemme. Et certainement, les économistes du monde, j'inclus dans ce groupe-là mon ami Jean, doivent se pencher là-dessus et faire en sorte que nous ne connaissions pas encore ce qui s'est passé en 2008. Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps et on va rapidement passer sur la situation en Haïti. On va sans doute revisiter ces points lundi prochain à la prochaine sortie de l'émission Interférence parce que il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, je n'ai fait que qu'ébaucher, passer à pieds joints sur certains points et que des chiffres que je viens d'avancer tout à l'heure nécessitent des analyses beaucoup plus approfondies. Mais en Haïti, il y a une situation qui donne, c'est une véritable casse-tête chinois. Le gouvernement haïtien et le conseil électoral provisoire et la communauté internationale sont en train de commettre ce que j'appelle, et je suis en train d'écrire un texte là-dessus, de democratic malpractice chez nous. Et il faut que la communauté internationale, le gouvernement et le conseil électoral, qui sont leurs accomplices, paient un prix, parce qu'on ne peut pas faire ça à un peuple à qui on demande de pratiquer la démocratie, à qui on veut imposer une démocratie, et c'est une démocratie au rabais qu'on leur offre. Et je pense que le peuple haïtien a droit à pouvoir s'exprimer et choisir librement ceux à qui ils veulent confier la destinée de pays. Aujourd'hui, le pouvoir est en train et la communauté internationale d'imposer une élection, entre guillemets, où il n'y a pas le candidat de l'opposition. Elle a dit clairement qu'il ne va pas participer à ces élections. Et pourquoi? C'est parce qu'il a peur du candidat du pouvoir. C'est parce que les jeux sont truqués à la base. Et le pouvoir en place a mis sur pied une commission d'évaluation de l'élection. La commission d'évaluation a fait des recommandations au pouvoir qu'il n'a pas daigné et mettre en application. Et aujourd'hui, on voit le conseil électoral qui avait publié le 30 le 5 décembre. Le conseil électoral avait écrit au président pour lui dire que bon, nous n'avons pas les moyens d'organiser les élections le 14 et le 17 janvier de ce mois. Le conseil électoral a été sommé au Palais national. À leur sortie, ce même conseil qui disait que le 17 janvier, qu'il ne pouvait pas organiser une élection et donner des résultats pour avoir un nouveau président élu le 7 février, eh bien, à la sortie de la réunion, le conseil a dit que maintenant, nous pouvons organiser les élections le 24, 7 jours plus tard, et donner des résultats. Bien sûr. Parce que le président de la République, sachant qu'il ne pourra plus présider
après le 7 février, il a fallu coûte que coûte trouver une solution, fût-ce une solution de pacotille, pour réélire son poulain. Et non seulement, suivant la loi haïtienne, le deuxième lundi du mois de janvier, la Chambre des députés devrait prêter serment et entrer en fonction. Mais étant donné qu'il était question que ces élections-là ce sont des élections contestées, la majorité des députés élus sont des députés contestés. Ce qu'ils ont fait, dimanche dernier, ils se sont arrangés pour imposer et pour faire prêter serment au... Dimanche dernier, ils ont prêté serment au lieu de lundi. Alors là, c'est la grande question. Est-ce qu'on va avoir des élections en Haïti? Est-ce qu'on va avoir des élections en Haïti sans une opposition? C'est la question que l'on se pose. Et la communauté internationale est partie prenante de cette forfaiture. Voilà, je crois que Jean, vous avez bien fait comme on appelle, le récit de la situation en Haïti. Comme vous venez de le dire, hein, bon, c'est dommage, le temps qui nous est imparti est largement dépassé. On aura le temps de revenir là-dessus parce que c'est aussi une partie vraiment, comme on appelle, de l'hémisphère qui nous intéresse beaucoup parce que la situation qui s'y prévaut actuellement en Haïti, nous la suivons de très près et nous sommes vraiment véritablement inquiétés par cette situation et on espère que effectivement un dénouement heureux que le peuple haïtien va permettre cette situation, va connaître plutôt un dénouement heureux et qui va plutôt être au profit du peuple haïtien. On aura l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est un sujet vraiment, il va falloir qu'on en débatte. C'est très important. Voilà. Bon, Abdoulaye, le temps de dire au revoir. Abdoulaye? Donc, au revoir aux amis auditeurs et téléspectateurs. C'était certainement une très bonne émission, mais j'aurais souhaité être dans les locaux. Je dis à tout le monde la semaine prochaine. Bon, ceux qui veulent continuer à suivre l'actualité haïtienne, ils n'ont qu'à continuer à brancher à CRTV. L'émission Kafou Lakaï va faire suite immédiatement. Où on aura à débattre en long et en large de la situation haïtienne. Merci tout le monde. Je suis Jean-Béliard Lucien, au nom de toute l'équipe. C'était la grande messe politique de la semaine. À tous ceux qui nous écoutent un peu partout, eh bien, nous vous disons le bonsoir. Restez branchés sur la chaîne qui vous apporte l'information un peu partout, et particulièrement les informations africaines et caribéennes. Je suis Jean-Béliard Lucien, en compagnie de Georges Kakou et d'Abdoulaye Ndao. Merci à tous ceux et à toutes les autres stations affiliées qui ont su assurer la redistribution de cette émission. Nous vous disons bonsoir et à la prochaine pour une autre édition de Vision Magazine. Restez branchés.